Ce que je dois vous dire ce soir, c'est que nous entrons dans un engrenage de guerre, dont il faut à tout prix que nous sortions. Alors, l'on peut dire, après l'intervention russe en Ukraine, qu'il s'agit d'un recours à la force, d'un recours à la guerre, d'une violation des frontières, et que c'est contraire à ce que détermine normalement la Charte des Nations Unies. C'est ce qu'a dit le président Macron. Ici, ce soir, je ne suis pas là pour distribuer de bons ou de mauvais points, mais pour essayer de discerner avec vous comment sortir de cet engrenage qui menace de nous conduire à une destruction mutuelle qui peut aller très loin, non seulement à l'échelle de l'Europe, mais à l'échelle du monde. Alors, ce qu'a fait la Russie, c'est l'occupation militaire des oblasts du Donetsk et de Lugansk. Pas seulement de la partie qui était divisée, la partie qui était avec des républiques qui se considéraient comme des républiques séparées de l'Ukraine, mais tout l'oblast, les oblasts de Donetsk et de Lugansk, qui sont en partie occupés par des forces ukrainiennes. Donc il y a là un face-à-face qui peut être extrêmement dangereux, et en même temps, évidemment, il y a l'entrée des troupes russes en Ukraine et le bombardement des aérodromes systématiques et le bombardement des dépôts d'armes et de certains centres militaires. Donc, on en est là. Vladimir Poutine déclare qu'il ne s'agit pas d'une invasion, mais d'une prise de garantie pour éviter que l'Ukraine soit une menace pour la Russie. Alors, bien évidemment, ces déclarations, cette situation exigent de nous que nous examinions de près quelle est la réalité et que nous sortions de tous les discours des uns comme des autres, qui sont des discours à la fois partisans et intéressés. En 2008, avec l'affaiblissement de la Russie, qui était encore dans un état de grande difficulté à la fois économique et sociale, les Occidentaux ont promis à la Géorgie et à l'Ukraine qu'elle pourrait rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Cela est un casus belli pour la Russie, parce que dans les deux cas, c'était à sa frontière. Pour la Géorgie, elle a réagi à l'époque, et c'est l'intervention de Nicolas Sarkozy qui, en partie avec d'autres, a permis de stabiliser la situation que les Russes devaient stabiliser après s'être emparés de l'Ossétie et de l'Abkhazie. Mais la Géorgie représentait pour la Russie un terrible danger, et il y a dans l'histoire de la Russie, je pourrais mentionner le simple fait que Joseph Staline était géorgien, il y a un lien certain, pour le bien comme pour le mal, avec la Géorgie. Sur l'Ukraine, ce qui s'est passé, c'est que en 2014, il y avait un dirigeant qui s'appelait Viktor Yanukovych, et Viktor Yanukovych était partisan d'un accord avec la Russie, et pas avec l'Union européenne, avec laquelle il était prêt à renoncer à cet accord, mais avec la Russie. Et il y a un coup d'État, c'est le fameux Maïdan, où d'abord certains manifestants étaient sincèrement pour l'Union européenne, et puis sont arrivés des extrémistes, les partisans ultranationalistes de l'Ukraine indépendante, et ils ont, dans les circonstances qui étaient celles de ce moment de l'histoire, été encouragés par Victoria Nuland,
Alors Victoria Nuland, c'était la chargée du bureau des affaires européennes et eurasiennes au sein du département d'État américain. Elle-même a avoué que c'était une opération de longue portée, que ça n'avait pas commencé en 2014, que les États-Unis, ou plutôt les services des États-Unis, avaient versé, pour favoriser les positions occidentales et anti-russes en Ukraine, 5 milliards de dollars entre 1991 et 2013. Et c'est ainsi qu'on aboutit évidemment au Maïdan, à ce qui a été le Maïdan, qui est un véritable coup d'État contre un président qui avait été élu dans les circonstances où une élection peut avoir lieu en Ukraine, et qui a été remplacé par des partisans ultra. Alors, il faut bien voir que la réhabilitation à ce moment-là dans le pays a été celle de ces courants qui avaient collaboré avec les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, le bataillon d'Azov parmi les plus durs, qui se réclamait de Stepan Bandera, qui était l'homme déterminant opposé aux Alliés et partisans de l'Allemagne nazie, un parti politique qui est le parti national-socialiste ou social-nationaliste, c'était son nom d'Ukraine, Svoboda, et le secteur droit qui était encore un autre groupe. Donc une série de groupements qui représentaient en pourcentage relativement peu, comme on l'a dit, dans la population d'Ukraine, mais qui ont été l'organe qui a exécuté toute l'affaire du Maïdan, y compris les provocations qui ont eu lieu. Et c'était très clairement de créer en Ukraine les circonstances où l'Ukraine serait une sorte de bastion organisé contre la Russie. Alors, c'est à ce moment-là que la Russie a pris le contrôle de la Crimée. Elle ne pouvait pas laisser tomber la Crimée entre les mains de milieux qui étaient opposés à elle, puisque Sébastopol, le grand port sur la mer Noire, était ce qui donnait l'accès à la Russie et à la mer Noire. Donc la Russie est entrée en Crimée, mais elle a organisé un référendum, et ce référendum, tout le monde s'accorde à dire, quel que soit le chiffre réel du vote, mais que certainement une majorité, une assez forte majorité, était en faveur de l'indépendance de la Crimée. Et cette indépendance qui, évidemment, a tourné à l'incorporation avec la Russie. Or, il faut savoir que la Crimée avait été donnée à l'Ukraine en 1954 par Khrouchtchev. Donc la Russie prétendait récupérer son bien et quelque chose qui était essentiel pour elle au niveau des forces navales qui sont essentielles pour sa sécurité. Alors, à partir de là, il y a eu les sanctions occidentales, puisque la Russie avait pris la Crimée, il y a eu les sanctions occidentales, et il y a eu la révolte des pro-russes dans le Donetsk et dans le Lugansk, qui sont emparés d'une partie du Donetsk et du Lugansk. On a décidé, à ce moment-là, en Ukraine, que la langue russe ne serait plus une langue principale en Ukraine, d'où la révolte encore plus grande des russophones qui, souvent, dans cette partie sud et est de l'Ukraine, ne parlaient pas ukrainien. Donc, il y a eu cette révolte, une partie des territoires dans Donetsk et dans le Lugansk occupés par des forces opposées au régime ukrainien, et à partir de là, la tentative de résoudre pacifiquement le conflit avec le fameux groupe de Normandie, le format de Normandie. Merkel et Hollande avec Poutine et les dirigeants ukrainiens. C'était ce qui est ressorti de cela avec une concession russe, parce que les Russes étaient prêts à résoudre les choses pacifiquement, à condition qu'on ne détruise pas les indépendantistes du Lugansk et du Donetsk. Donc il y a eu des accords, Minsk I, Minsk II, qui n'ont jamais été appliqués par l'Ukraine. Et les dirigeants occidentaux, à partir de là, ont décidé de faire de l'Ukraine une sorte de base contre la Russie, implicitement ou explicitement. Et il faut savoir que si l'Ukraine adhérait à l'Union européenne,
ça devenait de plus en plus une adhésion à l'OTAN, parce que non seulement dans le titre 5, le paragraphe 42 en particulier, mais aussi 19 du traité de l'Union européenne, associe quasi totalement l'Union européenne à l'OTAN. Et il y a eu une déclaration, en particulier celle du 10 juillet 2021, qui exprime cela de façon particulièrement, disons, claire, en disant que c'est une union entre l'Union européenne et l'OTAN qui est sans précédent. Donc, les Russes avaient leur motif de voir à leur porte apparaître cela, et l'extension des forces occidentales dans la région, contrairement aux promesses qui avaient été faites à Gorbatchev au moment de la chute du mur, promesse de ne pas étendre les forces de l'OTAN au-delà de l'Allemagne réunifiée. Ces promesses ont été trahies puisque l'OTAN s'est étendue aux portes mêmes de la Russie. Alors, Roland Dumas, Genscher, James Baker III, qui était le représentant américain, tous ont donné ces promesses à Gorbatchev qui n'ont pas été tenues. Et Gorbatchev lui-même a dit eh bien, on n'a pas écrit ces promesses, on ne l'a pas fait par écrit, parce qu'on croyait être entre gens de bonne compagnie, mais on s'est trompé. Les Occidentaux ont trahi leurs promesses. Donc c'est bien ce fondement des choses qu'il faut connaître pour comprendre exactement ce qui s'est passé dans un contexte où les États-Unis sont sortis unilatéralement de 3 traités principaux de la guerre froide, le traité sur les armes de portée intermédiaire, INF, le traité sur les missiles antimissiles, ABM, et le traité dit ciel ouvert, où on se communique des informations sur la circulation aérienne. Cela n'existe plus. C'est une partie, c'est un élément essentiel, pas seulement une partie, de ce qui crée la gravité de la situation actuelle, qu'il n'y a plus ces accords datant de la guerre froide. Alors c'est dans ce contexte que le président Macron s'est rendu à Moscou. Alors il a dit 2 choses très utiles et intéressantes, qu'il y avait 2 sujets qui étaient séparés mais cependant reliés, qui étaient le respect des accords de Minsk, donc par l'Ukraine. Il a même parlé d'un statut de neutralité, d'une finlandisation de l'Ukraine lors du voyage en avion de retour de Russie. Et l'autre question, c'était un accord de sécurité et de stabilité dans toute l'Europe. Eh bien, si ces choses-là avaient été crédibles, peut-être aurait-on pu faire prévaloir la paix. Mais Emmanuel Macron et la France, appartenant à l'OTAN et appartenant à l'Union européenne, reliés, comme je l'ai dit, à l'OTAN, la Russie n'a pas considéré crédibles ces propositions de résolution et a décidé d'agir comme elle a agi. Alors, évidemment, dans ce contexte, on a pu voir ce qui a nourri les suspicions de la Russie, des dirigeants occidentaux, comme par exemple chez nous Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, déclarer, après son entretien avec le ministre russe Sergueï Lavrov, pour lui, pour Lavrov, donc il accuse Lavrov, c'est l'Ukraine qui est responsable du non-respect des accords de Minsk sur le Donbass. Bref, il est dans le pur déni. Ce qui veut dire que Le Drian accuse la Russie d'avoir pas respecté les accords de Minsk. Et en fait, c'est l'Ukraine qui ne les a pas respectés. Donc on retourne l'argumentation de façon qui est de nature à créer en Russie une exaspération extrême, déjà nourrie par une attente de 7 ans sur ces accords de Minsk, et qui ne se réalise pas, et en même temps où se monte en Ukraine une force principalement dirigée contre l'ennemi russe. Alors, évidemment, pour voir les choses comme elles sont, c'est que Emmanuel Macron apparaissait aux yeux des Russes, et j'insiste sur cela, comme quelqu'un qui inclut de plus en plus son pays, et depuis plusieurs années, c'est pas seulement Emmanuel Macron, dans le contexte de l'Union européenne, qui est à son tour dans le contexte de l'OTAN. Donc, évidemment, de ce point de vue-là, et je dis encore évidemment parce qu'il y a une part d'évidence dans cela,
et surtout depuis que la France, en 2008, Nicolas Sarkozy, a rejoint le commandement intégré de l'OTAN, ce qui est une association encore plus étroite. Avec, comme je viens de le dire, le titre 5 du traité de l'Union européenne qui réaffirme ce lien entre l'Union européenne et l'OTAN. Et je veux citer la déclaration du 1er juillet 2021 qui dit « L'Union européenne est un partenaire essentiel et unique en son genre de l'OTAN ». Donc c'est bien dit. Donc si on regarde les choses du point de vue de Vladimir Poutine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, et l'Union européenne en particulier, dont 21 des pays membres sur 27 appartiennent à l'OTAN, reconstituent une force, pour ainsi dire, unique. Et Poutine pense qu'il faut profiter de la faiblesse des uns et s'adresser aux plus forts, c'est-à-dire aux États-Unis, puisque les autres interlocuteurs ne lui apparaissent pas avoir l'indépendance nécessaire. L'OTAN est en effet sous un double contrôle, si on regarde les choses de plus près. C'est financier, celui de la City de Londres et de Wall Street, et militairement, c'est le Pentagone avec ses très très fortes dépenses. Alors, dans ce contexte, c'est intéressant de voir ce que dit Henry Kissinger lui-même. Je crois qu'il l'a déclaré il y a plusieurs années. Évitons de traiter la Russie comme un pays aberrant auquel il faut enseigner patiemment les règles de conduite établies à Washington. Eh bien, c'est ce qu'on a fait, mais pas seulement. On a menacé la Russie avec le résultat qu'on a vu et ce qui vient d'arriver. Alors, côté russe, il y avait une très forte pression sur Poutine. Il faut bien voir que Poutine a perdu en popularité pour les questions de politique intérieure, en particulier le régime des retraites qui a été, disons, réduit pour les Russes, et la retraite n'est plus comme elle était à 60 ou 62 ans, elle est passée à 68 ans. Donc, perte de popularité sur ce plan, mais popularité de Poutine qui a redressé la Russie, et sur le plan extérieur, qui doit défendre les russophones qui sont menacés, et ils le sont, en Ukraine. Donc, très forte pression du peuple russe pour défendre les russophones du Donbass. Rien n'est venu de la part des Occidentaux pour satisfaire ces craintes, et comme je l'ai dit, pour imposer ces accords de Minsk. D'où, pour Poutine, la rencontre entre son esprit de joueur d'échecs et sa passion pour cette Ukraine, pour lequel il y a tout un récit historique généralement ignoré dans les pays occidentaux. C'est-à-dire l'Ukraine a été composée, et Poutine dit de façon arbitraire, des entités administratives ont reçu le statut et l'aspect de fonction étatique à l'époque des bolcheviks. Donc l'Ukraine a été composée, et elle a été composée de deux parties, une sous l'influence qui est celle de l'Empire austro-hongrois, c'est la Galicie, c'est toute la partie ouest, et l'autre, l'est, c'était l'Empire russe, et c'était le Donbass. Donc ces deux choses ont été associées. Ça ne veut pas dire que ça ne pouvait pas marcher. Ça pouvait marcher s'il y avait un développement mutuel. Mais précisément, ce sont toutes les manœuvres de l'OTAN à partir de la chute du mur, et en particulier des cercles aux États-Unis va-t-en-guerre et provocateurs, qui ont traité ce démembrement de l'Ukraine entre d'un côté les russophones, et je vais montrer la carte de la proportion des gens qui parlent russe comme première langue, et cette première langue que le gouvernement ukrainien a voulu abolir. Finalement, il ne l'a pas fait, mais il a voulu abolir. Il y avait une menace, et ces gens-là ont pensé qu'ils allaient être exclus du monde, de l'état dans lequel ils se trouvaient. Donc voici la carte avec les pourcentages. Les pourcentages, c'est les gens qui sont majoritairement russophones, et vous avez vu qu'ils sont à l'est et au sud. Alors, dans ce contexte, dans un pays divisé, dont on voyait que les divisions étaient astisées, on voit toute la colère de Poutine. Et Poutine a dit, si les relations internationales aboutissent à ça, je les remets en cause.
Et je vais lire sa déclaration, qui est particulièrement dure et qui doit être citée. C'est son discours, c'est un passage de son discours récent, où il dit « Maintenant, quelques mots importants, très importants, pour ceux qui pourraient être tentés de l'extérieur d'interférer dans les événements qui se déroulent. Quiconque tente d'interférer avec nous, et encore moins de mettre en danger notre pays et notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et vous conduira, il dit vous conduira, à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais été confrontés dans toute votre histoire. Nous sommes prêts à faire face à tout développement d'événements. Toutes les décisions nécessaires ont été prises à cet égard. J'espère que je serai entendu. » Donc voilà les propos très forts qui définissent la situation dans laquelle on se trouve. Alors, que pouvons-nous faire dans ces circonstances? D'abord, il faut voir ce que nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas arrêté le train fou de l'OTAN. Nous n'avons pas arrêté cette politique provocatrice qui nous conduit, en grande partie, à la situation d'aujourd'hui et qui a poussé Poutine à commettre ce qu'il a fait. On a cherché à pousser Poutine à commettre la faute. On a cherché à pousser Poutine à la faute. Macron intervient maintenant en disant « Face à ce qu'a fait Poutine, nous répondrons sans faillir, nous ne céderons rien, nous avons nos principes. » Évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est comment le faire? Les sanctions économiques et financières, d'abord. Fermer l'accès, comme on l'a dit, des marchés financiers occidentaux à la Russie. Abolir l'accord SWIFT sur les échanges interbancaires qui porterait, pense-t-on, un coup à la Russie. Et fermer le gazoduc Nord Stream 2, qui est l'exportation de gaz russe vers l'Allemagne qui en dépend. Mais nous ne sommes plus dans la situation de 2002 et 2014, où la Russie était plus faible. Aujourd'hui, la Russie a une très faible dette extérieure, 13% de son produit intérieur brut, alors qu'en gros, la France et les États-Unis ont entre 120 et 130%, puisque le système financier chez nous a pratiquement pris le contrôle des choses, un système de gestion par la dette. On peut voir aussi que la Russie a orienté tout son commerce vers l'Asie, et en particulier qu'elle a l'accord à long terme sur le gaz et le pétrole avec la Chine, et qu'elle dispose de missiles hypersoniques de grande vitesse. C'est dans ce contexte que Poutine a réagi avec les moyens et à sa manière. Donc, évidemment, comment sortir de ce risque de guerre et également le risque de destruction de nos économies. Car si on décompose l'Europe, eh bien, on se trouve devant un risque très grand. Pas seulement parce que la Russie a des avantages que je vais décrire, mais surtout parce que ça provoque une onde de choc immédiate sur les marchés financiers, qu'on a vu commencer évidemment à se produire. Alors, quelle orientation suivre? Nous disons depuis longtemps que les nouvelles routes de la soie chinoises ouvrent le jeu, c'est-à-dire d'une connectivité, d'un rapport entre les peuples et les nations sur le niveau de l'accroissement de la productivité, et pas de l'émission de capital fictif, d'argent sans contrepartie de production, comme on fait dans les pays occidentaux, qui nous conduit tout droit à une inflation destructrice. Donc, si on renoue avec une politique où on finance l'industrie, l'agriculture, l'école, l'hôpital et le laboratoire en priorité par rapport à ce cycle de capital fictif, de capital financier fictif, eh bien, on peut sortir du dilemme. Mais ce n'est qu'un pas, et c'est tout à fait insuffisant. Il faut beaucoup plus. Et aujourd'hui, le défi, pour arrêter la marche vers la guerre, c'est une approche bien plus fondamentale, qui est un véritable changement de paradigme, de changement de façon de penser, où on revient à l'esprit de ce qui a marché pour permettre une paix, qui était la paix de Westphalie de 1648. C'est l'esprit de la paix de Westphalie, qui à une certaine mesure a été appliqué à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui s'est retourné en une politique anti-russe, anti-soviétique, au bout de
quelques années après la mort de Roosevelt. Donc cette politique-là, de l'esprit de la paix de Westphalie, serait de créer quelque chose qui associerait les principaux pays du monde dans une politique de développement mutuel, pratiquant ce que la paix de Westphalie avait établi, le pardon des offenses, oublier le mal qu'on nous a fait, et ça sera très dur dans la situation actuelle et dans l'engrenage dans lequel on est rentré, des deux côtés, de l'Est comme de l'Ouest. Ensuite, c'est l'avantage d'autrui, c'est-à-dire de penser que ce qui est bon pour l'autre, nécessairement, nous apporte un bien aussi, parce qu'il y a une réciprocité. Et enfin, le troisième point, c'est que la sécurité de tous est la condition de la sécurité de chacun. Donc voilà la voie à suivre. Qu'elle soit facile, non. Qu'elle suppose un examen de conscience chez tous ceux qui veulent suivre cette voie, oui. Mais sans cette difficulté et sans cet examen de conscience, je ne vois vraiment pas comment on arrêtera l'engrenage vers la guerre. Alors, notre Institut Schiller international a lancé un appel à ce changement de manière de penser, à ce changement de paradigme entre les principaux pays du monde et les autres aussi, qui s'y joindront, qui devront s'y joindre. Et nous vous appelons à faire circuler ce texte et, si possible, de l'endosser et de le signer pour lui donner plus de poids. Car nous sommes à un moment de l'histoire où la politique de chaque État détermine celle de tous et où la politique intérieure d'un pays, qui doit être de justice sociale et de développement mutuel, détermine ce que peut être sa politique extérieure. Ce qui fait pour notre pays, pour la France, la nécessité de jouer, par rapport à ce que je viens de décrire, un rôle d'inspirateur, de médiateur, de catalyseur, comme je le répète souvent. Mais pour cela, il faut que sa politique intérieure aussi suive les principes de l'esprit de Westphalie. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà le sens de l'effort que nous devons poursuivre. J'expliquerai dans une présentation prochaine comment cela peut s'enclencher et avec quels moyens on peut le faire. Mais ce soir, je veux jeter ce défi, qui est un défi à la fois pour les principaux pays du monde, qui est un défi pour la Russie et pour les États-Unis, qui est un défi pour la France, et qui est aussi un défi pour chacun d'entre nous.